Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce 15e rendez-vous de la recherche sur l'autonomie. Je suis Perle Moret, chef de projet recherche à la CNSA et nous sommes ensemble pour 1 heure. Donc avant de rentrer dans le cœur de notre sujet d'aujourd'hui et de vous présenter nos invités, je vous propose de faire un petit détour du côté du programme 2025 de valorisation des rendez-vous de la recherche sur l'autonomie, qui est donc notre format de valorisation des recherches qui est réalisé par la CNSA, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Donc nous aurons 2 séances à venir en dehors de celle-ci, une qui aura lieu le jeudi 17 avril et nous rendrons compte donc d'une recherche qui a été conjointement soutenue entre la CNSA et l'EN3S, qui est une recherche qui est réalisée par Elena Réville et Catherine Gucher, qui sont donc des chercheuses qui sont rattachées au laboratoire PAC de l'Université Grenoble-Alpes et qui ont réalisé une recherche en sociologie, sciences politiques autour des questions de non-recours aux droits et aux services pour les personnes âgées en perte d'autonomie. Elles nous présenteront les résultats d'un rapport qui arrivera très bientôt. Le mardi 17 juin, on aura donc un autre rendez-vous de la recherche sur l'autonomie. On aura le plaisir d'accueillir Pauline Cuyoli et Delphine Roy, qui sont toutes 2 chercheuses en économie et qui sont économistes à l'Institut des politiques publiques. Et elles nous présenteront une intervention qui est intitulée « EHPAD public, EHPAD privé, dynamique de l'implantation géographique de l'organisation et des résidents accueillis dans ces établissements ». Donc, vous pouvez également noter dans vos agendas dès maintenant que le 2 octobre, le jeudi 2 octobre, auront lieu les 8e rendez-vous de la recherche, les 8e rencontres recherche et innovation de la CNSA. Et donc, c'est un format de valorisation qui a lieu tous les 2 ans. Et cette année, le thème portera sur la transformation de l'offre. Donc, le jeudi 2 octobre. Vous pouvez également noter que les rediffusions de tous ces rendez-vous et rencontres recherche et innovation sont sur la chaîne YouTube du service public de l'autonomie, la chaîne YouTube de la CNSA, et on va vous mettre le lien vers cette chaîne dans la barre d'infos que normalement vous voyez sur la partie droite de votre écran. Donc aujourd'hui, nous avons le très grand plaisir d'accueillir Maud Espagnac et Afia Nafsa. Donc vous êtes toutes les 2 chercheuses à l'Institut de recherche et de documentation en économie de la santé, à l'IRDES. Et donc Maud, vous êtes désormais familière de ce rendez-vous puisque vous avez déjà participé l'année dernière. Vous étiez venue nous parler des disparités territoriales en fonction de la nature des handicaps. Et également, on va se permettre de vous mettre dans la barre d'infos le lien vers ce rendez-vous-là, le lien vers le replay. Donc aujourd'hui, vous êtes venues toutes les 2 nous présenter l'enquête FEDRE, une partie des résultats de l'enquête FEDRE en tout cas. Et donc cette enquête FEDRE permet donc notamment une analyse des facilitateurs, mais aussi des obstacles à l'achat des aides techniques, donc parmi les personnes en situation de handicap qui bénéficient de la prestation de compensation du handicap, donc la PCH. Donc votre intervention sera suivie d'une discussion, d'un échange. Et donc pour réaliser cette discussion, nous avons le plaisir d'accueillir Bénédicte Autier. Bénédicte Autier, vous êtes directrice donc, de l'une des 3 directions métiers de la CNSA, qui est donc la direction de l'accès aux droits et au parcours, donc ce qu'on appelle la DADP, donc à la CNSA. Et vous êtes accompagnée de Christine Lemoigne. Vous travaillez donc au sein de cette direction de la DADP et vous êtes médecin expert handicap. Et vous avez notamment travaillé en MDPH. Donc le webinaire se terminera avec un moment de questions et de réponses. Et donc pour cela, on vous invite à laisser toutes vos questions donc, par écrit dans le fil de discussion. Donc voilà, vous pouvez cliquer sur l'onglet Q et R qui se trouve au centre bas de votre écran. Notez votre question et ensuite ces questions elles me seront transmises par Alexandra Garabige que je remercie pour son aide et qui gère aujourd'hui donc cette remontée des questions. Ensuite, donc pour toutes les questions qui seraient relatives au dispositif d'aide de la CNSA, je vous invite à consulter différents sites internet, donc bien sûr le site internet de la CNSA, cnsa.fr, mais également différents autres sites, donc le site Mon Parcours Handicap ou encore le site pourlespersonnesagées.com, et enfin donc Ma Boussole Aidant.
Donc, sans plus attendre, je laisse la parole à Afia Nafia et à Maud Espagnac pour leur présentation, facilitateurs et obstacles de la mise en place des plans PCH concernant les aides techniques. Et donc, c'est à vous. Merci Paul de nous donner l'occasion de faire cette présentation, donc, qui est une petite partie effectivement de notre travail, dans un travail plus global sur l'évaluation de la prestation de compensation du handicap. Effectivement, avec les données qu'on a en routine au niveau des MDPH et des conseils départementaux, on a certaines difficultés pour évaluer la prestation de compensation du handicap. Donc on a dû mettre en place une enquête spécifique qui s'appelle l'enquête FEDRE pour prestation de compensation du handicap, exécution dans la durée et reste à charge. Donc c'est une enquête de la statistique publique qui a été donc en comaîtrise d'œuvre entre la DRES et l'IRDES et cofinancée par la CNSA. Donc cette enquête est importante, on a 4000 répondants à l'enquête et on a un objectif qui est double pour cette enquête, qui est donc d'une part de travailler sur le reste à charge final des personnes qui ont un droit ouvert à la PCH et d'étudier la mise en place des plans PCH. Donc là, on va vous présenter vraiment la partie qui concerne uniquement la mise en place des aides techniques des personnes qui ont eu une notification PCH. Donc pour réaliser cette enquête, en fait, on a dû mobiliser 4 sources. C'est pour ça que quand je vous dis qu'on ne l'a pas en routine, c'est voilà, on a un travail un petit peu complexe à mener. Donc on a utilisé 2 sources administratives, donc les données des MDPH. On est retourné dans les MDPH, récupérer les notifications, puis on est allé dans les conseils départementaux extraire tous les paiements des personnes qui avaient un droit ouvert dans les MDPH, donc entre 2012 et 2015, et on a récupéré l'information en 2017. Ensuite, on est allé voir l'usager. Donc, on devait aller le voir plus tôt, mais avec la pandémie, on a beaucoup retardé le terrain de l'enquête. Et donc là, l'objectif d'aller voir les personnes, c'était d'une part de connaître leur situation, leur contexte familial, la façon dont ils pouvaient vivre, et aussi donc toute une partie importante sur comment ils ont mis en place leur plan PCH et toutes les difficultés qu'ils ont pu rencontrer s'ils n'ont pas pu le mettre en place. Et la dernière source administrative qu'on a utilisée, ce sont les données de l'assurance maladie. Donc là, ce sont tous les remboursements de soins. Et ça, c'est surtout important pour les aides techniques qui ont à la fois une prise en charge de la PCH et de la MDPH. Donc si on vient plus précisément sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, donc les informations des aides techniques, on les a eues de façon très précise. On a récupéré le libellé de l'aide, donc chaque aide qui était notifiée, on a récupéré l'information la plus détaillée possible dans les notifications et on a récupéré le coût. Donc le coût, on l'a eu soit parce que les gens ont pu nous montrer leur facture, donc on a pu récupérer cette information très précise. Si la personne n'avait plus la facture, on a aussi utilisé les devis et les devis, on les a aussi utilisés pour les personnes qui n'ont pas mis en place leur plan PCH, donc on avait cette base-là. Le montant de la PCH, on l'a obtenu dans la notification et on l'a aussi contrôlé dans les conseils départementaux, que le conseil départemental a bien validé la prise en compte de la PCH. Et enfin, pour les aides techniques où il y a une prise en charge de l'assurance maladie, on est allé chercher le remboursement de l'aide technique. Donc pour vous présenter ce qu'AFSA va vous présenter dans quelques instants, on a utilisé 2 indicateurs. Donc la mise en place du plan, est-ce que la personne a acheté son aide technique, est-ce qu'elle l'a acheté avec la notification de la PCH? Et ensuite, on a calculé un indicateur qu'on a appelé la prise en charge légale, c'est-à-dire la partie assurance maladie quand il y a une aide technique avec l'assurance maladie et le montant de la PCH. Donc ainsi, on a eu le reste à charge après prise en charge légale, c'est-à-dire qu'on a pris le coût moins ces 2 éléments-là. Donc quand c'était vraiment payé, on l'a récupéré au niveau du conseil départemental, on a récupéré dans les données de l'assurance maladie. Et quand c'était pas payé, donc quand c'était pas mis en place, on avait le montant de la PCH et on a simulé, le cas échéant, le montant de l'assurance maladie. Donc pour la dernière partie, après j'ai passé la parole à Afsa, sur les aides techniques, donc on avait toute une liste très très longue, donc on a été obligé de regrouper en différentes catégories. Donc on a fait une catégorie, donc fauteuil roulant et accessoires de fauteuil roulant. Les aides auditives, on l'a scindé en 2, donc on a les prothèses auditives d'un côté et de l'autre, nous avons toutes les aides à la vie quotidienne des personnes qui ont une déficience auditive. Au niveau des aides visuelles, on a donc toutes les aides à la vie quotidienne des personnes qui ont un problème visuel et les aides à la vie quotidienne pour les personnes qui ont un problème moteur. On a des sous-catégories qu'on a pu regrouper donc dans cette grande catégorie, donc les aides à l'hygiène, l'aménagement du logement, déplacement, mobilité et puis toutes les autres aides qu'on avait à disposition. Je vais donc laisser la parole à Afsa pour les résultats. Merci Maud.
En effet, donc, l'objectif de notre travail a été dans un premier temps d'estimer les taux de mise en place des aides techniques en fonction des catégories d'aides techniques qu'on a considérées et donc d'essayer de comprendre quels sont les facilitateurs et les obstacles à cette mise en place. Donc, je vais dans un premier temps présenter les taux de mise en place, je présenterai ensuite les variations des coûts, les restes à charge, les taux de prise en charge des aides techniques et enfin je présenterai une analyse économétrique qui permettra d'identifier certains facilitateurs et certains obstacles à la mise en place des plans d'aide technique. Donc tout d'abord, il faut savoir qu'on est sur une enquête qui représente 85 000 bénéficiaires. Donc en effet, ce sont 26 000 personnes qui ont eu un accord PCH entre 2012 et 2005 pour au moins une aide technique, ce qui représente à peu près 40 000 aides techniques qui sont notifiées sur cette période. Donc il faut noter que compte tenu des catégories qu'on prend en compte, qu'il y a peu d'aides techniques, de catégories d'aides techniques différentes au sein de même notification et que c'est le cas par exemple pour les fauteuils roulants qui sont notifiés en même temps que les accessoires de fauteuils roulants et que 90% des usagers n'ont qu'une seule aide technique notifiée. Donc les autres catégories, les catégories qui sont le plus fréquemment accordées, ce sont les appareils auditifs, donc on a une part importante à 30%. On a également une part importante de fauteuils roulants, avec ou sans accessoires. On a également donc 6% d'aides visuelles, 6% d'aides quotidiennes auditifs. Et enfin, on a une grande catégorie de vie quotidienne qui concerne principalement les déficiences motrices et qui concerne 40% de nos données. Donc si on s'intéresse maintenant à la variation des coûts selon les catégories d'aides techniques, on constate que les coûts varient fortement en fonction de la nature de celle-ci. Donc, ils vont d'environ 8 700 € en moyenne pour les fauteuils roulants avec ou sans accessoires, à 850 € pour les autres aides à la vie, la dernière catégorie d'aide. Et que pour les fauteuils roulants, par exemple, on a une variabilité pour l'ensemble des catégories. Ça va, par exemple, pour les fauteuils roulants de 600 € pour le moins coûteux à 42 000 € pour le plus coûteux. Donc, concernant la mise en place des plans d'aide technique, on a 13% d'aides techniques qui ne sont pas mises en place et compte tenu des effectifs, les variations de mise en place selon les catégories d'aide technique ne sont pas significatives. Donc, si on s'intéresse de manière plus détaillée sur les coûts des catégories d'aide technique, donc les graphiques présents sur la diapositive permettent de visualiser la distribution des coûts au sein de chacune des catégories. Le graphique de gauche montre les diagrammes de distribution des fauteuils roulants et accessoires de fauteuils roulants et le diagramme de distribution des aides pour le déplacement. Sur le graphique de droite, on a les appareils auditifs, les aides visuelles et les autres aides à la vie quotidienne. En bleu, on a les aides techniques qui ont été achetées. En rose, on a les aides techniques qui n'ont pas été mises en place, sachant que les taux de mise en place sont nettement plus élevés que les taux de non mise en place. On a une moyenne de 87% de mise en place qui varie plus ou moins en fonction des catégories d'aides techniques qu'on considère. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'avec le graphique, c'est que les aides techniques, que les aides techniques soient mises en place ou non mises en place, on a une forte variation, quel que soit le fait qu'elles soient mises en place ou pas, mais que la médiane des aides techniques qui sont mises en place est globalement supérieure à celle des aides techniques qui ne sont pas mises en place. Donc, si on s'intéresse au taux de prise en charge des fauteuils roulants et des appareils auditifs, donc prise en charge après intervention de la PCH et de l'assurance maladie, ce qu'on constate pour les fauteuils roulants, donc sur les deux tableaux, les coûts ont été choisis de telle sorte à ce qu'on ait 25% de notre population dans chacune des catégories. Donc pour les fauteuils roulants, il faut savoir que la PCH, soit elle intervient en doublant la prise en charge de l'assurance maladie au maximum, soit elle n'intervient pas du tout. Donc elle peut aussi ne pas intervenir. Et ce qu'on constate, c'est que les fauteuils roulants les moins coûteux sont ceux qui présentent des taux de prise en charge, après prise en charge légale, les plus faibles. Et donc ce seront plutôt les fauteuils roulants à coût intermédiaire, donc qui ont des coûts compris entre 7 000 € et 16 000 € qui vont présenter des taux de prise en charge les plus élevés. Ensuite, au-delà de 16 000 €, le taux de prise en charge diminue, donc on est sur un taux de prise en charge moyen à 60%, et ce qui peut s'expliquer du fait qu'à un moment la PCH ne suit plus le coût. De même que pour les fauteuils roulants à coût faible,
Le taux de prise en charge faible peut s'expliquer du fait qu'on a les fauteuils roulants manuels qui se trouvent dans cette catégorie et qui sont sur ces fauteuils roulants-là, la PCH n'intervient pas forcément. Donc, concernant les appareils auditifs, rappelons qu'on est sur des données qui sont avant réforme 100% santé. On constate effectivement que ce sont plutôt les appareils auditifs les moins coûteux qui présentent des taux de prise en charge les plus élevés. Donc la PCH intervient toujours, l'assurance maladie intervient toujours, mais elle est faible et fixe et n'évolue pas en fonction du coût des appareils auditifs. Ce qui explique pourquoi plus le coût de l'appareil auditif augmente, plus le taux de prise en charge diminue. Donc pour les autres aides, on a une prise en charge moyenne de 70% qui passe principalement par la PCH, mais on est sur des coûts moyens bien plus faibles. Donc, concernant le reste à charge après prise en charge légale, donc les graphiques qui reprennent le même principe que ceux présentés de slide avant sur les coûts. Et donc on constate que globalement, donc pour les fauteuils roulants et accessoires et les aides pour le déplacement, ce sont les aides techniques qui sont mises en place qui présentent les aides techniques qui sont mises en place qui présentent des restes à charge médians les plus faibles. Alors qu'en revanche, ce qu'on constate pour les appareils auditifs, les aides visuelles et les autres aides, c'est plutôt les aides techniques qui sont mises en place qui vont présenter une médiane supérieure aux aides techniques qui ne sont pas mises en place, un reste à charge médian supérieur. Donc, concernant le taux d'acquisition selon la nature des aides, donc nous sommes donc intéressés aussi à ce taux d'acquisition en fonction de la nature des aides et après prise en charge légale. Donc ce qu'on constate pour les fauteuils roulants, c'est que ce sont les fauteuils roulants à reste à charge intermédiaire qui vont présenter des taux de mise en place plus élevés, donc par rapport aux fauteuils roulants les moins coûteux, donc qui présentent les restes à charge les moins élevés, donc inférieurs à 1 000 €, et les plus coûteux, les fauteuils roulants qui présentent des restes à charge les plus élevés. Donc ce sont plutôt cette catégorie de restes à charge intermédiaires qui vont le plus être mis en place. En revanche, ce qu'on constate pour les appareils auditifs et les autres aides, c'est que ce sont plutôt les aides techniques qui présentent des restes à charge les plus élevés qui vont présenter des taux de mise en place plus élevés. Donc d'autres facteurs peuvent influencer cette mise en place et donc c'est pourquoi il a été nécessaire d'utiliser une analyse économétrique pour évaluer simultanément les autres facteurs qui pourraient influencer la mise en place des plans d'aide technique. Mais avant cela, il a fallu étudier les profils des usagers selon les catégories d'aide technique. Donc on constate que pour l'ensemble des aides techniques, on a des profils qui sont assez proches en dehors des appareils auditifs qui ont un profil un peu plus spécifique. Donc pour les fauteuils roulants et les aides à la vie quotidienne, on a majoritairement des hommes à 60%, plutôt jeunes, donc avec 36% de moins de 40 ans, des célibataires, 68% de célibataires, mais seulement 35% vivent seuls. Alors c'est une population qui travaille très peu, donc ils sont 10% à travailler, avec 22% d'individus à la retraite. Concernant les aides, les profils des individus des usagers d'appareils auditifs, on est sur une proportion hommes-femmes similaire. Ils sont plus âgés, donc la moitié a plus de 60 ans et seulement 5% à moins de 40 ans. Il y a 43% de célibataires et seulement 25% vivent seuls, 35% travaillent et 48% sont à la retraite. Donc on va passer maintenant à l'analyse économétrique. Donc, comme nous l'avons constaté dans les statistiques descriptives, il y a une corrélation entre le reste à charge et la mise en place des plans et que le profil des usagers était différent. Donc cela laisse penser que ces facteurs peuvent influencer la mise en place des plans. On a donc pris en compte des éléments qui concernent les bénéficiaires, comme le fait de vivre seul, le genre, l'âge, le fait de travailler, et des éléments sur le délai d'accord PCH et sur le fait d'être sur une première demande PCH ou non. Donc nous avons décidé de regarder pour les 3 principales catégories, donc à savoir les fauteuils roulants, les appareils auditifs et les autres aides à la vie quotidienne, le taux de mise en place, les obstacles et les facilitateurs à cette mise en place. Alors concernant la régression logistique, son principe est de pouvoir analyser les éléments, toutes choses étant égales par ailleurs, c'est-à-dire que quand on considère une variable, on va considérer que toutes les autres variables sont identiques. Et donc pour chaque variable, nous prenons une modalité de référence
Et on essaie de voir par rapport à cette modalité-là si les autres modalités augmentent ou diminuent la probabilité de mettre en place le plan. Donc encore une fois, toutes choses étant égales par ailleurs. Les éléments qui vont être supérieurs à 1, dont la probabilité sera supérieure à 1, seront des facilitateurs, et ceux pour lesquels elle sera inférieure à 1 sont des obstacles. Donc si on regarde maintenant les résultats pour les fauteuils roulants, on constate que le fait d'avoir un emploi ou d'avoir une complémentaire santé augmente la probabilité de mettre en place son plan par rapport au fait de ne pas avoir d'emploi ou de ne pas avoir de complémentaire santé. On constate également que le fait d'être un homme, le fait de vivre seul ou le fait d'avoir déjà eu un accord PCH avant, y compris hors aide technique, diminue la probabilité de mettre en place son plan par rapport au fait d'être une femme ou de vivre seule ou de ne jamais avoir eu d'accord PCH avant, toutes les autres caractéristiques étant identiques. On constate également donc, que l'âge et le montant du reste à charge impactent sur la probabilité de mettre en place le plan de fauteuil roulant. Donc l'âge, ce qu'on constate, c'est que les moins de 40 ans, donc les individus ayant moins de 40 ans, ont une probabilité supérieure de mettre en place leur plan par rapport aux âges intermédiaires, donc compris entre 40 et 60 ans. Et concernant le reste à charge, on retrouve les résultats qu'on avait en statistiques descriptives. Donc ce qu'on constate, c'est que les restes à charge inférieurs à 1 000 € et supérieurs à 2 500 € diminuent la probabilité de mettre en place le plan de fauteuil roulant par rapport au reste à charge intermédiaire compris entre 1 000 € et 2 500 €. Donc pour ce qui est des résultats de l'analyse économétrique sur les appareils auditifs, on constate que le fait d'être un homme ou de vivre seul ou d'avoir déjà eu un accord PCH avant, augmente la probabilité de mettre en place son plan d'appareil auditif par rapport au fait d'être une femme, de ne pas vivre seule ou de ne jamais avoir eu d'accord PCH avant. Donc, encore une fois, toutes choses étant égales par ailleurs, contrôlées de toutes les variables du modèle. Concernant les obstacles, on trouve que le fait de ne pas travailler, d'être à la retraite, diminue la probabilité de mettre en place son plan d'appareil auditif par rapport au fait d'être actif, d'être en emploi, et que le fait d'avoir un délai d'accord PCH long diminue la probabilité de mettre en place son plan d'appareil auditif par rapport au fait d'avoir un délai d'accord PCH court. Donc encore une fois, on retrouve l'effet de l'âge et l'effet du montant du reste à charge. Donc, par contre, ici, l'effet de l'âge, il est différent. Donc le fait d'avoir moins de 60 ans diminue la probabilité de mettre en place son plan d'appareil auditif par rapport au fait d'avoir 60 ans et plus. Et encore une fois, pour le reste à charge, on retrouve les résultats des statistiques descriptives. Donc les restes à charge les plus faibles, les plus inférieurs, donc ceux qui sont inférieurs à 2 150 €, diminuent la probabilité de mettre en place le plan d'appareil auditif par rapport au reste à charge intermédiaire. Et les restes à charge les plus élevés, donc ceux qui sont supérieurs à 2 650 €, augmentent la probabilité de mettre en place le plan d'appareil auditif par rapport au reste à charge intermédiaire. Donc pour la dernière catégorie qui est les appareils d'aide à la vie quotidienne, donc toutes les autres aides techniques, on constate que le fait d'avoir un emploi est un facilitateur par rapport au fait d'être inactif. Et le fait d'être un homme et d'avoir déjà eu un accord PCH avant constitue des obstacles à la mise en place des plans, c'est-à-dire qu'il diminue la probabilité de mettre en place le plan par rapport au fait d'être une femme et de ne jamais avoir eu d'accord PCH avant. On retrouve encore une fois l'effet de l'âge, mais de manière différente. Donc on constate que les individus qui ont moins de 40 ans et que ceux qui ont plus de 60 ans ont plus de chances de mettre en place leur plan par rapport aux individus ayant entre 40 et 60 ans. Et donc, concernant le reste à charge, les restes à charge inférieurs à 90 € sont des restes à charge qui diminuent la probabilité de mettre en place le plan d'aide technique par rapport à ceux compris entre 90 et 450 €. Et les restes à charge supérieurs à 450 € augmentent la probabilité de mettre en place le plan par rapport à cette catégorie intermédiaire. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des effets sociodémographiques qui impactent la mise en place des plans. Donc, on trouve l'âge, le genre et le fait de vivre seul influent la probabilité de mettre en place le plan. Le fait de travailler influence positivement toutes les catégories d'aide technique. Et de même que le fait d'avoir une complémentaire santé, ça influence positivement le fait de mettre en place son plan de fauteuil roulant. Le fait d'avoir eu un accord PCH avant 2012 et les délais de décision sont variables selon les catégories d'aide technique que l'on considère.
Donc pour conclure sur ce travail, nous constatons que les aides techniques, quelle que soit leur nature, sont très majoritairement mises en place. Pourtant, il y a des variations importantes de coûts et de reste à charge selon la nature d'aide technique. Les aides techniques prises en charge par l'assurance maladie, donc les fauteuils roulants et les appareils auditifs, présentent une moins bonne prise en charge de la PCH et leur taux de prise en charge est plus faible que les autres aides. Les aides auditives achetées dans le cadre de la PCH avant la réforme sont majoritairement des aides hors panier 100% santé. Donc certains plans non mis en place dans le cadre de la PCH sont potentiellement achetés sans attendre le retour de la MDPH. Et ça concerne principalement les plans notifiés, les plans les moins coûteux, soit les aides à la vie quotidienne. Donc, concernant les préconisations qu'on peut apporter, qu'on peut proposer concernant les freins à la mise en place des plans, donc un accompagnement spécifique, notamment pour les personnes seules et sans emploi, une information plus importante sur l'existence et le rôle des financements complémentaires, notamment pour les plans avec peu de prise en charge au titre de la PCH. Et d'ailleurs, la suite de notre travail portera sur la prise en charge complète en prenant en compte les financements extra-légaux. Merci beaucoup Afsa, Maud, pour votre présentation. Je vous propose que donc maintenant on entame un moment d'échange avec nos deux discutantes. Donc je vous laisse la parole. Merci Afsa, merci Maud. Peut-être qu'il est utile aussi d'avoir en complément, et merci beaucoup pour ces éléments parce que on obtient des résultats qui ne sont pas du tout intuitifs, donc très, très intéressants et on voit des mises en œuvre, on va en parler dans notre discussion. Peut-être dire, l'étude porte sur des données et des notifications entre 2012 et 2015, donc il est aussi important de pouvoir redonner des éléments d'actualité, alors que je vais faire assez rapidement et puis Christine Lemoigne complétera plus précisément. D'abord, on a eu le rapport de Normandie-Chevalier en 2020, qui est un rapport qui est très important relativement aux aides techniques et qui a pointé les difficultés pour les personnes sur l'accès aux aides techniques, un manque d'information, d'accompagnement, des difficultés d'accès, des inégalités selon les publics et les territoires. On retrouve les éléments très précis de l'étude, de la recherche. Un secteur marchand peu connu et peu piloté avec un niveau de qualité hétérogène, et puis des politiques publiques privilégiant une approche centrée sur le financement des objets techniques et trop peu coordonnée sur les différents acteurs, donc ce qui crée une difficulté. Donc il y a eu des propositions en 5 axes pour lesquels il y a une feuille de route stratégique qui est à l'œuvre, un axe autour de l'information et de l'accompagnement, on en parlait, les préconisations résonnent sur cet axe. L'axe 2 sur la révision des financements pour des accès plus souples, plus rapides et aisés aux aides techniques. On l'a vu, ce sujet qui est évidemment qui a un impact direct sur le reste à charge et qui donc a un impact direct sur l'acquisition des aides techniques. La garantie d'une meilleure qualité des services et des aides techniques commercialisées, donc un sujet de qualité, de réviser, renforcer le pilotage au niveau national et local, et puis d'améliorer les connaissances et le recours à l'innovation. On a notamment la création d'un laboratoire de preuves à la CNSA. Voilà. Donc ça, c'est les apports du rapport de Normandie-Chevalier. On a des évolutions actuellement qui sont en cours sur le financement et on a vu évidemment le sujet du financement qui est extrêmement important pour garantir cette acquisition, des travaux actuels sur les véhicules pour personnes handicapées physiques, un mouvement pour la remise en bon état d'usage, c'est aussi un des apports du rapport de Normandie-Chevalier, la PCH, aide technique et location, et puis, vous l'avez cité, la mise en place du 100% autonomie, alors 100% santé, on se tourne vers le 100% autonomie. Donc des avancées qui sont importantes sur ce volet de financement. Et enfin, sur ce panorama politique et pour montrer la dynamique sur le sujet, des nouvelles mesures dans le cadre de la conférence nationale du handicap d'avril 2023, des annonces qui ont été faites et puis la loi portant mesures sur la loi bien vieillir et autonomie. Une loi qui généralise les éclates, c'est les équipes locales
pour les aides techniques, de façon à accompagner la mise en place des aides techniques, la généralisation de la mission de conseil et d'information. Ce sont les 6CAT que l'on peut connaître, qui ont une mission d'information, de faire connaître toutes les aides techniques pour les personnes, pour les professionnels, de façon à trouver la bonne aide technique. Et on a les ECLAT qui ont cet accompagnement avec des tests. Et puis des avancées significatives, mais Christine Lemoine va en parler, sur la PCH et la compensation des activités physiques et sportives. Voilà, Christine, si tu veux compléter précisément sur la PCH avec des avancées aussi depuis 2015. Oui, donc depuis 2015, c'est vrai qu'il y a eu des avancées, des évolutions réglementaires. Et donc, déjà en 2016, en novembre 2016, donc, il y a un financement possible des aides techniques qui ont été donc achetées jusqu'à 6 mois avant la date de dépôt de la demande à la MDPH. Donc, avant, on ne pouvait pas en fait financer les aides techniques qui avaient été achetées en amont du dépôt de la demande. Donc là, ce décret a permis, en novembre 2016, de pouvoir quand même les prendre en compte, mais dans un délai de 6 mois, un achat réalisé 6 mois avant le dépôt de la demande. Ensuite, en mars 2020, donc, il y a eu une suppression de la barrière d'âge de 75 ans. Avant, au-delà de 75 ans, on ne pouvait plus avoir accès, demander la PCH. Donc là, on peut la demander, mais il faut quand même remplir les critères d'accessibilité à la PCH, et donc qui sont de remplir les critères liés au handicap avant 60 ans. C'est-à-dire qu'il faut avoir une difficulté absolue ou 2 difficultés graves pour 1 ou 2 activités pour pouvoir accéder à la PCH. Donc il faut quand même remplir cette condition d'éligibilité avant l'âge de 60 ans. Mais on peut demander la PCH après à n'importe quel âge, il n'y a plus cette barrière de 75 ans. En décembre 2020, donc, il y a eu la PCH parentalité, avec donc un volet d'humaine, mais surtout donc, le volet aide technique qui permet donc, aux familles de pouvoir avoir un financement simple en fait, pour l'achat d'aides techniques liées à la parentalité, donc à l'arrivée d'un enfant. Et donc il y a 3 versements, un à la naissance, un à 3 ans, un à 6 ans. Voilà, un peu dégressif, de 1 400, 1 200 et 1 000 euros. Ensuite, il y a eu un décret en octobre 2021 concernant la durée d'attribution de la PCH aussi, où toutes les aides techniques avant étaient finançables. Il y avait une enveloppe sur 3 ans. Là maintenant, l'enveloppe elle est de 13 200 euros sur toute période de 10 ans, c'est-à-dire qu'en fait, sur toute période de 10 ans, la personne peut dépenser une enveloppe de 13 200 euros. Donc pour les aides techniques qui sont coûteuses, quand le tarif de la PCH est supérieur à 3 000 euros, on peut avoir un financement à part, en fait, jusqu'à une hauteur de 13 200 euros aussi. Mais enfin, en tout cas, c'est un financement à part. Et les 13 200 euros de l'enveloppe dédiée aux aides techniques, donc, n'est pas entamé de ce fait. C'est-à-dire qu'on finance à part les aides techniques coûteuses de plus de 3 000 euros. Voilà, et puis donc la PCH du coup peut être aussi attribuée sans limitation de durée, mais la personne peut redéposer une demande quand elle a besoin, quand sa situation change, donc à tout moment quand sa situation change, ou elle est incitée tous les 10 ans à pouvoir donc demander à ce que sa situation soit réévaluée par toute période de 10 ans. Voilà pour les évolutions réglementaires. Et oui, puis il y a eu celle d'avril 2022, mais qui concerne moins les aides techniques, donc qui a permis un accès amélioré pour les personnes qui ont un handicap mental, psychique, cognitif ou un trouble du neurodéveloppement. Voilà, un autre point que nous souhaitions échanger avec l'équipe de recherche, c'est le sujet des données, parce qu'on a vu les 4 sources de données. On est aussi dans un cadre de cette nouvelle branche de sécurité sociale portée par la CNSA, la branche autonomie, et on sait qu'évidemment, le sujet des données, c'est un sujet qui nous permet la connaissance, qui nous permet aussi le pilotage fin au niveau départemental, régional et national.
nationale. Alors, est-ce qu'on pourrait reprendre sur la mécanique qui vous a permis d'avoir ces échanges avec 4000 personnes relativement... je trouve que c'est vraiment intéressant de voir comment vous avez pu remonter le fil avec les données. Et puis après, on aura un petit temps pour se dire tout l'enjeu des données dans le cadre d'une branche de sécurité sociale. Je vais peut-être d'abord effectivement reprendre les quelques points effectivement sur ce qu'on a pu constater au niveau du travail. Effectivement, on voit qu'on a un certain nombre de petites aides techniques qui effectivement on n'attend pas, ont certainement été achetées avant la décision. Et effectivement, la modification de pouvoir acheter l'aide technique et d'être remboursé dans les 6 mois, je pense qu'elle montre tout son intérêt avec ces données sur les petits plans. Et effectivement, toutes les attributions effectivement, de la 13 200 €, on voit bien là que cet enjeu il est important, mais qu'effectivement sur les fauteuils roulants, sur les aides où il y a un financement de la sécurité sociale où c'est moins bien remboursé, c'est pas le plafond en fait qui pose problème, c'est le montant qui est accordé au titre de la PCH. Parfois, il n'atteint pas les 13 200 €, il est loin de les atteindre, notamment sur les fauteuils manuels. Donc effectivement, sur les données, oui, c'est un enjeu qui est là depuis des années. Donc effectivement, on a eu donc tout ce système-là, tout ce système important qui a pris plusieurs années à être mis en place. On n'est pas sur des anciens plans PCH parce qu'on trouve ça très intéressant de faire de la PCH historique. C'est que le temps de tout mettre en place, c'est assez compliqué, puisqu'effectivement, il n'y a pas une connexion simple entre les MDPH et les départements. C'est-à-dire qu'effectivement, la MDPH prend des décisions, c'est le département qui va payer la PCH, mais si c'est une attribution à H, ce sera la CAF, etc. Donc, on n'a pas encore, effectivement, au niveau du handicap, une unité, des connexions entre les données qui nous permettraient de travailler simplement. Donc, ça fait des années que l'adresse, que la CNSA travaille dessus et on n'a jamais été aussi près. Donc ça c'est quelque chose de pratique. Mais effectivement, pour des éléments comme connaître le coût réel d'une aide technique, c'est quelque chose qui n'est tout simplement pas dans les données administratives. C'est-à-dire que la MDPH ne va pas noter le coût réel de l'aide, elle va noter ce qui l'intéresse pour autoriser le financement. Et le département, ça ne l'intéresse pas non plus, il veut juste savoir s'il paye, ce qu'il doit payer ou pas. Donc, à aucun moment, en fait, c'est noté au niveau administratif. Donc, si on veut connaître le prix réel d'une aide, il faut aller actuellement la demander à la personne. Donc, c'est pour ça qu'on a été obligé de repasser chez l'usager, qui effectivement est aussi le seul à savoir comment il a financé. On a demandé s'il y avait recours au crédit, s'il y avait des cagnottes en ligne, si la famille avait financé, voilà. Et tout ça, effectivement, on ne peut le savoir qu'en interrogeant la personne, et ça, c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais faire en routine. Et il n'y a pas forcément, une fois qu'on l'a fait une fois, on n'est pas obligé de poser les mêmes questions tous les 5 ans, mais par contre, pour le reste, sur un certain nombre de choses, il est indispensable d'avoir effectivement des données régulières, des remontées administratives régulières pour qu'on puisse avoir cette information-là. Et effectivement, les données des MDPH vont rentrer dans le SNDS, donc le Système national des données de santé, qui actuellement contiennent tous les remboursements des personnes soignées en France, appareillés aussi à leur statut vital, et on a aussi les causes de décès. Et donc, on va aussi avoir normalement les données des MDPH. Donc tout ça, c'est un système anonymisé. On récupère le numéro de sécurité sociale. Ça passe dans des moulinettes et on a quelque chose qui est complètement anonyme, mais on arrive à repérer tout le monde. Et effectivement, par contre, ce qui est indispensable, et c'est tout le travail qui est fait actuellement, d'avoir des données homogènes, puisque effectivement, il faut que les données en entrée des MDPH soient les mêmes pour qu'on puisse après les retraiter tous de la même façon, avec cette difficulté que les MDPH prennent des décisions, mais on ne sait pas si c'est mis en place ou pas. Il faut après effectivement revenir au financeur, à celui qui finance, pour savoir si finalement il a bien payé, donc ça a bien été mis en place. Si par exemple aussi on a des informations sur les gens qui ont des orientations vers des établissements, il faut qu'on ait le retour est-ce que la personne a bien trouvé un établissement après avoir eu une notification d'orientation. Donc tous ces éléments-là sont très compliqués, mais effectivement indispensables pour qu'on puisse travailler à long terme sur toutes ces situations.
Ah oui, on voit l'enjeu de disposer de ces données finement, puisqu'on a entre l'émission de la notification et puis la mise en œuvre, tout ce travail qui à chaque fois va référer sur des sources pour avoir ces données et être au plus fin. On peut peut-être parler du financement, puisque c'est évidemment le sujet. Donc, en rappelant que l'ordre de financement, c'est le remboursement, vous l'avez cité, de l'assurance maladie obligatoire, puis la PCH. Ensuite, on a les aides des mutuelles, d'ailleurs, élément facilitateur, vous l'avez signifié. On peut avoir l'aide de l'AGFIP et du FIP sur les financements extra-légaux. Donc, AGFIP et FIP, c'est pour les travailleurs, pour ces fonds. Et puis, le fonds de compensation du handicap qui peut aussi venir en soutien relativement à ces financements. Sur les obstacles que vous avez identifiés, on a le sujet du délai d'accord qui est un élément fort, un paramètre fort. Est-ce que là-dessus, vous pouvez commenter ou reprendre des précisions sur ces délais qui impactent le fait de la mise en œuvre ? Oui, alors effectivement, le délai d'accord, alors c'est pas évident parce que ça joue différemment en fonction des catégories techniques que l'on considère. Mais enfin, bon, à ce niveau-là, donc on a vu qu'effectivement pour certaines catégories, ça jouait de manière favorable. Donc plus le délai était long et plus la probabilité de mettre en place, notamment pour les aides, les autres aides. Et donc l'hypothèse qu'on peut apporter à cela, c'est qu'effectivement pour les aides les moins coûteuses, les individus, les usagers, enfin les personnes qui demandent les aides n'attendent pas le retour quand le délai est trop long. Ils n'attendent pas le retour de la MDPH pour acquérir en fait finalement leur aide technique. Ce qui fait que effectivement, donc dans le modèle, ça ressort du fait que, enfin, on voit que les délais d'accord constituent un obstacle à la mise en place des plans. Mais effectivement, parce que le plan coûteux va être mis en place, on va attendre l'accord même s'il est long, mais on ne va pas avoir ça effectivement pour d'autres, pour les aides auditives, ça va jouer, un délai court va jouer positivement, et sur les fauteuils roulants, alors court on est à 6 mois quand même, donc c'est notre médiane, elle est à 6 mois, donc dans tous les cas c'est pas forcément effectivement court, et sur les fauteuils roulants ça ne va pas effectivement nécessairement jouer, mais c'est pareil, ça fait partie des éléments qu'on va questionner sur sur le rôle d'écofinancement que vous évoquiez, parce qu'effectivement là on est sur quelque chose de brut, c'est-à-dire c'est la personne reçoit, comme l'a dit Afsa, la notification, et elle est informée que la PCH plus l'assurance maladie, il y aura tant de prise en charge, et il lui reste tout le reste à charge avec possiblement des cofinanceurs différents, il faut en avoir connaissance, ça va jouer différemment, et c'est là où effectivement on va continuer le travail sur les restes à charge pour essayer aussi de comprendre le profil des personnes qui ne mettent pas en place leur plan. Est-ce que ce sont des profils spécifiques qui sont donc exclus de certains cofinancements, et donc c'est pas qu'elles ont un manque de connaissances des cofinanceurs, c'est qu'elles n'en font pas partie, ou est-ce que ce sont des profils similaires mais qui n'ont peut-être pas connaissance des cofinanceurs ou qui n'ont pas encore envie d'attendre encore des réponses de cofinancement. La mutuelle, par exemple, peut bien prendre en charge les aides auditives. On peut se dire on s'arrête là sur on prend la PCH et on n'attend pas la suite, ou effectivement sur d'autres aides où là c'est des milliers d'euros de reste à charge et il faut nécessairement des cofinanceurs et des durées de traitement encore plus importants. Et c'est vrai que les enseignements, les conclusions en fait, que l'on peut tirer sont extrêmement utiles. On est aussi dans la perspective et l'actualité de la mise en place du service public départemental autonomie. C'est un nouveau service public qui est fondé par la loi du bien vieillir et de l'autonomie, qui a une préfiguration en 2024, qui va se généraliser en 2025. 4 missions qui vont tout à fait résonner. Informer, première mission, informer, accueillir, mettre en relation. Deuxième mission, évaluer. Troisième mission, trouver des solutions concrètes. Et puis quatrième mission, prévention et aller vers. Et on voit bien à travers les enseignements de cette recherche, en tout cas les enseignements que vous présentez ici, qu'on peut identifier des profils de personnes pour lesquelles il y a un accompagnement spécifique à faire, et notamment le sujet
alors d'identifier en amont les profils, hein, puisque la recherche le montre, mais aussi de pouvoir expliquer qu'il y a un moment particulier d'accompagnement, c'est celui de l'accompagnement au financement et au cofinancement, parce que ça c'est un levier fort pour la mise en œuvre et l'acquisition des aides techniques. Voilà, donc c'est aussi important d'avoir cette actualité très forte pour les personnes. Est-ce que vous voulez réagir ou... Je suis tout à fait d'accord sur effectivement l'importance d'accompagner les personnes vers les bonnes aides aussi, parce qu'on va pouvoir aussi continuer le travail sur une fois qu'on a acheté, est-ce qu'on utilise, parce que ça fait partie aussi des questions qu'on a dans l'enquête, parce qu'effectivement c'est aussi une des questions qu'on se pose. Et voilà, une fois qu'on a acheté, est-ce que voilà, on a bien ce dont on a réellement besoin. Voilà. L'expérimentation 51 sur les éclates apporte des réponses, puisque on sait que l'expérimentation montre que quand il y a des tests et que finalement on choisit la bonne aide technique suite à ces tests, le taux d'utilisation augmente considérablement. Donc effectivement, après la notification, il y a ce travail d'accompagnement au choix de l'aide technique et au choix précis avant l'acquisition. Et celui-ci, cette partie-là, garantit aussi la bonne utilisation, bonne et pleine utilisation pour les personnes, évidemment. Il faut aussi prendre en compte aussi de temps en temps la complexité de la situation de handicap avec, c'est important de tester parce que il y a des personnes qui ont par exemple un handicap moteur mais qui peuvent avoir un handicap cognitif qui n'apparaît pas tout de suite. Donc c'est important de pouvoir tester, surtout quand les aides techniques deviennent de plus en plus sophistiquées et techniques. Donc c'est important de pouvoir tester pour garantir la bonne utilisation de l'aide technique et choisir le plus juste nombre d'options. En fait, c'est pas l'aide technique qui comporte le plus d'options qui est forcément la plus adaptée au handicap de la personne. Et donc, je pense qu'il faut qu'on aille de plus en plus vers une équipe en fait, d'évaluation de ces aides techniques qui puisse en même temps évaluer la situation de handicap et les capacités de la personne et aussi le potentiel de l'aide technique pour pouvoir justement s'ajuster aux besoins des personnes. Une dernière petite réaction ou on passe aux questions ? On passe aux questions. Alors, on a une question qui est, donc, bonjour, concernant les aides techniques, qu'en est-il des aides à la communication ? En fait, ça pose peut-être la question un peu de votre catégorie autre. Pourquoi est-ce que vous avez agrégé voilà, dans cette catégorie autre, méthodologiquement, qu'est-ce que ça a permis ? Et puis, voilà, répondre à cette personne, est-ce que vous avez pu voir des choses sur les aides à la communication ? Alors, on a fait ces catégories parce qu'on avait 20 minutes de présentation et qu'effectivement, si on partait par catégorie, je pense qu'on aurait lassé le public. Donc, on a bien les aides à la communication. Après, effectivement, alors, il y a toutes les déficiences auditives et visuelles. Enfin, on a ces catégories-là et on a aussi... voilà, toutes les personnes qui ont des problèmes moteurs où on va avoir ce type de communication, enfin d'aide-là, donc on les a bien, elles sont dans les financements plutôt à 70%, enfin on a des prises en charge PCH qui sont plutôt plus proches du prix réel, donc à la limite mieux financées que les autres. On le voit en fait dans un des graphiques qu'a présenté AFSA sur les aides visuelles, en fait, où on voit ce décalage très important entre les aides qui sont achetées et les aides qui ne sont pas achetées. On voit que le coût est très important et dedans on a des choses assez coûteuses qui sont effectivement plutôt des aides à la communication de cette nature. Donc voilà, on a toujours des restes à charge assez importants mais plutôt bien pris en charge par rapport à d'autres aides. D'accord. Ces aides à la communication, dire aussi que la CNH, on peut le développer, a aussi fait des annonces et il y a des travaux sur les aides à la communication. Dans le cadre de la CNH. Alors, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? N'hésitez pas si vous avez des petites questions à nous les poser dans le fil chat. Est-ce que vous avez un élément de discussion pour terminer ou est-ce que on termine ici ? C'est bon ?
tout le monde. Et écoutez, je vous propose donc de terminer ce rendez-vous de la recherche sur l'autonomie ici. Donc, merci à toutes les deux pour la présentation de cette recherche, donc Afsan Afia et Maud Espagnac. Merci également donc, à Bénédicte Autier et à Christine Lemoigne pour leurs éclairages et leurs éléments de discussion également très riches. Et donc, comme à mon habitude, je vais terminer donc, ce webinaire en remerciant donc, toutes les personnes que vous n'avez pas vues aujourd'hui, mais sans qui ce rendez-vous ne serait pas possible. Donc merci à Alexandra Garabige qui donc a géré le fil de discussion. Merci au service communication de la CNSA qui réalise donc toute la communication autour de cet événement. Merci également à Antoine Wolf qui donc nous accueille au sein de ce beau studio de Lucans et gère donc tous les aspects techniques. Merci également à notre assistante Marie-Catherine Permel. Et donc je vous rappelle que le replay de ce rendez-vous de la recherche sur l'autonomie sera très bientôt mis en ligne et que vous pourrez le retrouver très vite. Et puis on se retrouve, donc comme je vous le disais en introduction, le jeudi 17 avril, même horaire, 13h, 14h. Et donc on aura, pour rappel, le plaisir d'entendre Elena Réville et Catherine Guchet qui nous partageront donc, les questions autour du recours, non-recours, recours partiel également, donc recours partiel, recours, non-recours, aux droits et aux services pour le coup pour les personnes âgées en perte d'autonomie cette fois. Donc d'ici là, je vous invite à rester connectés donc, sur tous les réseaux sociaux de la CNSA, LinkedIn, Twitter, et également pour suivre donc, toute l'actualité de ces webinaires et puis bien plus encore de vous inscrire à la liste de diffusion de la CNSA. Et puis donc voilà, vous pouvez donc retrouver plein d'informations via ces réseaux sociaux et cette liste de diffusion. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous remercier, vous les participants, et à vous souhaiter un très bon après-midi et à vous dire à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de la recherche sur l'autonomie. Merci. Merci.